Angèle Lux, artiste pluridisciplinaire. J'ai toujours aimé la lecture depuis que je sais lire. En 6e année, j'avais lu tous les livres de la bibliothèque scolaire. Tous les livres. Mais mon père, quand il voulait me punir, il me privait de lire à la maison. Ça, c'était l'ultime punition. J'ai des livres partout, sauf dans mes salles de bain. Si vous ouvrez la porte de ma cave à vin, c'est des livres empilés partout. J'ai des grandes bibliothèques à l'entrée dans le hall. J'ai des livres près de ma cheminée. J'ai des livres dans mon bureau de travail. J'ai des livres dans mon atelier. J'ai une énorme bibliothèque dans ma chambre à coucher. J'ai en haut un autre bureau de travail qui est une bibliothèque. J'en ai dans des tiroirs. J'en ai partout. Dans ma vie, j'ai lu environ, je dirais 15 à 20 000 livres. Je m'intéresse à tout, donc je lis tout ce que je peux. Ça peut me tomber sous la main, là. Celui qui m'a le plus touchée, celui que je conserverais avec moi si j'avais à n'en garder qu'un, ce serait Jonathan Livingstone Le Goéland. Et je pense que c'est pour la symbolique et le rôle que ce livre-là a joué dans ma vie que je le garderai. Il faut apprendre à s'élever, à accepter d'être différent des autres et de trouver sa voie, de trouver son envol. Je suis née à Laval d'une famille d'immigrants. Alors, mes 2 parents sont immigrants du Luxembourg. Quand j'ai eu 11 ans, on est déménagé dans la Beauce parce que c'était le rêve de mon père d'avoir une terre un jour. À 11 ans, j'ai participé à un concours de croix et j'ai gagné les 3 premières places. Et donc ça a stimulé beaucoup le goût de faire de l'art encore plus. Donc, je suis issue d'une famille traditionnelle, conservatrice. Pour mon père, une femme, ça reste à la maison. Donc, de poursuivre une carrière, premièrement, c'était quelque chose pour lui que non, pas envisageable, et encore moins une carrière en art. Et j'avais un amour des mots aussi, de l'écriture. J'aime écrire, j'aime lire, je suis une passionnée de lecture. Et donc, je suis allée en journalisme. Et donc, j'ai travaillé pour payer mes études. J'ai délaissé de côté les arts visuels. Par contre, tout au long de mon cheminement, j'ai toujours écrit de la poésie cachée dans mon tiroir. En même temps que je faisais mes études en journalisme, j'ai continué à travailler ici et là dans les écoles, entre autres, avec des élèves en difficulté d'apprentissage et des enfants surdoués. C'est là que ça m'a donné le goût de l'enseignement et que j'ai bifurqué vers l'enseignement. Et finalement, quand j'ai dû quitter l'enseignement à la suite d'une maladie, je suis revenue à mes premières amours, la poésie, la peinture, l'art visuel. Au départ, je faisais un petit peu de tout. J'étais très éparpillée. J'ai fait des paysages, j'ai peint des fleurs, j'ai peint des choses plus réalistes. J'aimais faire ça, mais je me retrouvais pas moi là-dedans. Et donc, j'ai cheminé vers quelque chose de beaucoup plus abstrait, où j'essayais de peindre des impressions, de peindre la lumière. Parallèlement, j'ai fait des œuvres engagées. J'ai participé à un groupe où on faisait des œuvres sur des thèmes, par exemple la Syrie, le Tibet, des pays où les gens vivaient de l'oppression. Et on faisait des œuvres sur le thème et ces œuvres-là étaient vendues par la suite pour avoir des sous pour ces causes-là. Par la suite, comme je suis une grande voyageuse, j'ai pris beaucoup de photos. J'ai commencé à vraiment faire plus de la photographie. Et enfin, la photographie m'a amenée aux estampes numériques. Donc, manipuler l'image par le biais de l'ordinateur.
Oh, j'ai fait toutes sortes de formations. J'aime toucher à tout et c'est un peu le malheur des artistes en technique mixte aussi. C'est que ça prend beaucoup de matériel, comme vous pouvez le voir. Ramasser toutes sortes de petites choses, mettre dans les œuvres. Je suis très exigeante envers moi-même. Je suis une perfectionniste. Le travail qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait et mérite d'être extrêmement bien fait. Et ce sont tous les collectifs auxquels j'ai collaboré, les livres d'artistes auxquels j'ai participé. Il y a de tout, il y a des ouvrages, il y a des recueils, il y a des anthologies. Ma production poétique ou ce que je faisais en art visuel, c'était un univers complètement différent de l'univers à l'école, l'univers de l'enseignement. Et donc, j'ai vraiment mis une barrière entre les deux. Mais j'étais déjà à l'époque connue en France, en Belgique, mais pas au Canada. Pour l'écriture de mes haïkus, l'écriture de la poésie, j'étais publiée dans plusieurs collectifs. Mais c'est ça, ici, c'était incognito. Automne tardif, le ciel de plus en plus grand, une feuille à la fois. Un haïku, c'est un poème japonais en 3 lignes qui compte 17 syllabes ou 17 pieds. Lune pleine, tes mains sur ma peau font des ombres chinoises. C'est un poème court qui met en relation 2 ou 3 images différentes. Pluie intermittente, dans le hamac abandonné, une odeur de pain. Un haïku, c'est simple, pas d'adjectifs, pas d'adverbes, pas de mots compliqués, des mots simples, et on écrit ce qui se passe dans l'ici et maintenant, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Tempête de neige, l'épicier grec me parle de ses amandiers. Il faut avoir un kigo, c'est-à-dire un mot de saison. Oui, il faut connaître les règles, mais il faut savoir les outrepasser aussi. J'ai écrit des poèmes à forme fixe aussi, mais j'écris généralement plus en de la poésie libre. J'ai gagné des prix en poésie, en haïku, à l'international. Plusieurs prix, oui. Les petits fragments que j'ai écrits ici, certains que j'ai fini par taper, mais c'est des petites choses, papier qu'on retrouve à côté de mon lit, dans lequel je note. Je suis en train de travailler à la publication d'un ouvrage, un de poésie et un de haïku. D'ailleurs, je suis en train de recenser tout ce que j'ai écrit qui se retrouve sur une facture là, sur une enveloppe ici, de tout mettre, colliger tout ça, puis de taper les textes, des pages de magazine. Si je devais ouvrir mon ordinateur à chaque fois pour m'installer, j'écrirais pas. Dans l'immédiat, j'ai quelque chose à écrire et donc je dois le noter tout de suite. Voilà, un futur recueil de poésie. Mais pour l'instant, je travaille beaucoup en collaboration avec le sculpteur Bellissimo. Donc, je m'initie à la sculpture de plus en plus avec lui. Non seulement il m'initie à la matière de l'aluminium, mais aussi vraiment ce qu'est la sculpture. J'ai énormément de difficultés à concevoir en 3 dimensions, visualiser quelque chose en 3 dimensions. Et c'est un défi à toutes les fois que je travaille sur une pièce, là. Quand est arrivé l'appel de dossier pour la MRC des Collines, j'ai aidé Bellissimo à construire les appels de dossier et à mettre coucher sur papier ses idées et tout ça. Et je disais, moi j'en ai une idée. Et donc j'ai pensé à une espèce de stalactite qui descend avec des arches en aluminium. Et donc on a installé, la pièce est aux cavernes, la flèche, et les gens peuvent frapper avec un petit bâton sur le stalactite. Et ça donne une sonorité assez intéressante. Et le stalactite se bouge aussi quand il y a du vent. Et ça fait des sons agréables. J'accumule les livres, je les empile, puis j'essaie d'apprendre à m'en départir, mais c'est difficile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de leur donner une seconde vie à travers des œuvres d'art aussi.
J'ai utilisé les livres pour parler de certaines problématiques sociales ou politiques. Ma première installation s'est faite à Denholm, dans le parc des Chutes. Ça s'appelait « Il faut construire des ponts et non des murs ». Et donc, dans cette installation-là, j'avais déjà pris des livres que j'avais sciés, découpés, immergés dans l'eau, peints, brûlés. En même temps, c'est le thème de l'autodafé qui revient, donc la censure. À l'époque, on brûlait les livres pour éliminer soit une idéologie, soit des dissidents, soit pour asseoir son pouvoir. Et donc, je voulais reparler de ce phénomène de censure-là en même temps. Ce qui m'a emmené dans une troisième étape, à vouloir faire autre chose pour conscientiser les gens à l'importance du livre. J'avais fait 6 pièces monumentales qui ont été exposées en galerie. Donc, toujours avec des livres brûlés, percés, sablés, découpés, déchirés, etc. Qui comportaient, je pense, 238 livres. Mais aussi, c'était un travail important sur moi-même. Moi, qui lis un livre, qui ne plie même pas le coin de la page du livre pour pas l'abîmer, de faire cet acte-là délibérément, pour moi, c'était un travail sur moi-même aussi. Mon empilage, ma collection de livres, c'est vraiment obsessif. Il faut que je me libère de ça en même temps. Et la dernière étape pour clore ce chapitre-là, c'est cet hiver, j'ai procédé au brûlage de mes pièces. Donc, j'ai fait un propre autodafé de mes œuvres d'art. Et donc, le fait ensuite de prendre l'installation et de la brûler, de la réduire ensemble, ça aussi, c'était pour moi un gros travail. Je fais table rase de ce qui est et je recommence un autre chapitre. J'ai eu des moments très, très, très émotifs. Ça a été difficile et en même temps, je l'ai vécu personnellement comme une libération aussi. Je pense que c'était une démarche par rapport à l'avenir du livre, mais aussi une démarche personnelle sur moi-même qui était importante.